Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours, les gens présents et les internautes, sur les sémantiques, la causalité et la constructivité dans les langages synchrones. En fait, j'aurais dû dire surtout dans STRL parce que c'est un peu STRL illustre, mais c'est vraiment surtout dans STRL. Et le cours sera suivi du séminaire ReactiveML de Louis Mandel. ReactiveML est un langage issu de Reactive-C de Frédéric Boussineau, qui était au tout début de l'équipe d'STRL. Et il a été transporté en Camel par Louis Mandel, qui nous racontera ce langage qui fait des choses inspirées de ce que fait STRL, mais assez différentes aussi. Alors, je vous rappelle d'abord les points fondamentaux discutés la dernière fois, et qui sont les fondements de tous les langages synchrones. L'exécution se fait par une suite d'instants discrets, parfaitement sans épaisseur, et qui sont des réactions à des entrées du système sous forme de signaux, de valeurs numériques, etc., et qui vont produire en temps zéro, fondamentalement, des sorties. L'administration est supposée infiniment rapide, ce qui est une hypothèse osée, mais c'est celle qui fait tout marcher. C'est-à-dire que transmettre le contrôle à l'intérieur du programme ne prend pas de temps. On pourrait préciser plutôt pas de temps visible à l'extérieur. Seule pause, l'instruction pause, prend du temps, elle prend exactement une unité de temps. On peut appeler ça un cycle si on pense circuit, ça peut être un cycle d'horloge, mais dans la nature, il n'y a pas forcément d'horloge. Quand vous faites une interface homme-machine, c'est par exemple quelqu'un a appuyé sur un bouton, quelqu'un a appuyé sur un autre bouton, ça n'a pas de régularité temporelle, ce n'est pas lié à la seconde, c'est lié à l'émission d'événements par l'extérieur. La communication est aussi supposée infiniment rapide, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du programme, quand des morceaux parallèles échangent des signaux, ces signaux sont transmis en temps zéro. Émettre un signal ne prend aucun temps et le signal est reçu dès qu'il est émis. Donc ces principes, comme j'ai montré la dernière fois, simplifient énormément la programmation, mais ils ont aussi un prix, c'est qu'ils ne vont pas simplifier la sémantique, le sens des programmes, ni la compilation, c'est-à-dire comment on les compile. Ne pas les simplifier, ça ne veut pas dire que ça va être compliqué, ça veut dire que ça va être pas du tout évident à trouver. Et en revanche, ça va être très efficace, c'est plus efficace que ce qu'on fait quand on ne prend pas ces hypothèses. Alors les questions posées par STRL sont assez simples. La question qui est posée par tous les langages de programmation, la première, c'est comment est-ce qu'on peut donner un sens au programme, tout en préservant leur intuition. Parce que des fois, il y a des langages où on leur donne des sens, mais ça ne préserve pas du tout l'intuition. J'en ai parlé la dernière fois sur certains langages graphiques. Alors là, il n'y a qu'un seul choix, c'est les sémantiques formelles, sémantiques mathématiques, ce que j'enseigne depuis que je suis ici. Et vous allez voir que elles ne sont pas très classiques, ça ne va pas ressembler à ce qu'on fait sur un langage comme ML ou C, bien que ça ait beaucoup de points communs. L'autre chose, c'est que l'hypothèse que la communication est instantanée va conduire à des paradoxes. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais on va les revoir vraiment dans le blanc des yeux cette fois-ci. Que traduisent ces paradoxes et comment les résoudre? Alors ça, c'est intéressant parce que de manière générale, le paradoxe, c'est ça qui a fait avancer la logique. Les paradoxes du menteur, bien sûr, ont été des problèmes tout de suite en logique. Le paradoxe de Russell a détruit, ou ses versions antérieures ont détruit la théorie des ensembles, et il a fallu reconstruire complètement la théorie des ensembles à cause de paradoxes, et on va se retrouver dans la même situation en plus modeste, bien entendu. Et ça va nous donner une étude de ce qu'on appelle les cycles de causalité, quelque chose de très amusant en même temps, et qui va nous conduire de la logique classique à la logique intuitionniste, celle où on propage des faits et où on n'a pas le droit de faire du tiers exclu, on n'a pas le droit de faire du raisonnement par l'absurde. Et on a déjà mentionné dans un cours précédent que l'électricité est intuitionniste, l'électricité ne sait pas faire le raisonnement par l'absurde. Donc vous allez voir que c'est tout à fait réaliste comme chose. Et donc la question d'après, c'est comment faire passer tout ça à la pratique. Et ça, on le verra en particulier la fois prochaine, quand on traduira les programmes STRL en circuits booléens, qui peuvent aller ensuite soit en matériel, soit en logiciel. Donc sur la compilation, l'optimisation et le debugging, qui vont être chez STRL, comme chez tous les copains d'ailleurs, le langage synchrone, totalement dominés par la sémantique formelle. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire le moindre compromis dans les implémentations par rapport à la sémantique. Et ça, c'est très important. Nous faisons des choses de très haute sécurité, donc il ne faut pas de compromis. Alors la première chose, c'est quel type de sémantique choisir? Eh bien, comment on fait d'habitude?
Ben, la façon la plus constante, c'est de faire un mode d'emploi textuel qui dit ce que font les instructions et comment elles s'enchaînent. Le Kernighan et Ricci pour C fait ça. Alors, c'est évidemment très utile, même quand on a une sémantique formelle, parce que c'est par ça qu'il faut commencer pour l'utilisateur, mais c'est en général assez flou, voire très flou, et il n'y a pas de critère de cohérence dans le langage parlé, ni de complétude, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est correct ou pas. Et par exemple, dans C, qui est un langage ancien et qui a été fait pour des raisons aussi très pratiques, avec un mode d'emploi très sérieux, mais on sait qu'il y a beaucoup d'endroits où C n'est pas bien défini, mais c'est la vie, on peut vivre avec aussi. Alors, on va faire mieux, c'est-à-dire en utilisant un modèle mathématique extrinsèque qu'on peut utiliser pour d'autres langages. Alors, il y a plein de modèles mathématiques possibles. Le premier, c'est la sémantique opérationnelle, par exemple, traduction sur une machine abstraite. On peut traduire sur une machine de Von-Neumann, sur une machine de Turing, tout ce qu'on veut. Nous, on utilisera des circuits pour faire ça. La sémantique par réécriture de termes, qui est due à Kleene dans les années 50, qui était une alternative à la machine de Turing pour parler de calculabilité. On va en parler un tout petit peu parce qu'il s'est passé quelque chose l'année dernière. La sémantique logique, qui a été inventée par Turing en 1949, qui consiste à décrire le comportement du programme à l'aide d'assertions logiques qui sont transformées par le programme. La sémantique dénotationnelle, dont j'ai parlé en 2009-2010, avec des fonctions, des ordres, des catégories, j'en parle un tout petit peu ici. Mais surtout la sémantique SOS, qui a sauvé le sujet de la sémantique quasiment. SOS, le nom est bien trouvé, c'est sémantique opérationnelle structurelle de Gordon Plotkin en 1983, dans un livre où il n'y a pas une seule définition ni un seul théorème, mais qui a vraiment changé complètement le domaine. Et c'est ça qu'on va utiliser. Et donc, toutes ces sémantiques sont indispensables pour savoir comment marcher le programme et une interaction subtile. Par exemple, nous, on va donner la sémantique de base par la sémantique SOS. On va utiliser des concepts dénotationnels dans certains morceaux. On va utiliser la sémantique opérationnelle et on va prouver les équivalences sémantiques opérationnelles, sémantiques dénotationnelles, sémantiques SOS, en utilisant des techniques qui peuvent éventuellement faire appel à des sémantiques dénotationnelles. Donc tout ça, il faut savoir naviguer là-dedans. Alors aujourd'hui, on va faire ce que de la sémantique SOS presque, mais avant, je vous montre un tout petit peu les autres. Donc la sémantique de Scott par ordre partiel, c'est 1970, ça a été la première évolution sémantique, je dirais. Et l'idée est très simple, c'est que si vous prenez la définition de factoriel, là on n'est pas en STRL, vous voyez ce programme comme une équation aux fonctions, une équation fonctionnelle. Vous dites, je voudrais trouver la fonction fact, donc on est en maths, la fonction fact qui vérifie cette équation. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce que les programmes peuvent boucler. Si vous écrivez fac de n égale fac de n, ça ne fait rien. Et donc, on a besoin de travailler sur les fonctions partielles, ce qui n'est pas très simple. Et la sémantique de Scott permet de le faire bien mieux en ajoutant des indéfinis, des ordres d'information, des catégories de domaines et de fonctions, etc. J'en ai beaucoup parlé dans le cours 2010. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Elle est importante parce qu'elle a deux rôles dans le synchrone. Alors, j'ai mis entre parenthèses une vieille méthode qui s'appelle Vienna Definition Method, qui était une méthode ancienne de définition de langage qui n'est pas utilisable pour les langages parallèles et qui est un peu perdue. Mais la sémantique flot de données de Kahn, lustre et signal dont j'avais parlé, des suites infinies, celle-là, j'en ai parlé la dernière fois, celle-là, c'est une sémantique de Scott, vraiment, elle est très intéressante. On ne va pas s'en servir aujourd'hui. Et il y a une autre sémantique fondée sur ces notions, qui est l'interprétation abstraite de Couzeau et Couzeau à Patrick et Radia Couzeau et de leur équipe, évidemment, leur grosse équipe à Normale Supérieure, qui permet de faire des vraies vérifications sur des programmes vraiment industriels. Par exemple, de montrer qu'il n'y a pas de débordement de pile, d'absence d'erreur à runtime comme celle qu'a tué Ariane 501, premier lancement d'Ariane, qui permet de donner des garanties de taux d'exécution en faisant une interprétation abstraite très fine de l'état des caches et des pipelines des microprocesseurs, et qui est industriel et qui sert dans les programmes synchrones réels. Par exemple, c'est employé tout à fait sur la 350, la 380, chez Airbus, etc., et dans bien d'autres programmes, en particulier pour avoir les garanties de temps d'exécution. Mais elle est mal adaptée à la sémantique du parallélisme, donc pour donner c'est bien adapté pour faire des preuves, mais pour faire la sémantique, ce n'est pas très très bien, surtout dans les langages impératifs comme STRL. La sémantique par réécriture, c'est un autre type de chose.
de Clini des années 50, je ne sais pas combien, on a des variables et on a des symboles de fonctions qu'on n'interprète pas. Là, on ne se met même pas en maths, on reste au niveau symbolique. Ici, j'ai mis 0, successeur, prédécesseur, addition, multiplication, factoriel. Et on va se donner des lois de réécriture entre termes. Par exemple, le prédécesseur du successeur de x, c'est x. Ou alors la définition de factoriel par deux règles. Le factoriel de z, c'est le successeur de 0, c'est la manière dont on écrit 1 dans ce modèle. Et factoriel du successeur de x, c'est la multiplication du successeur de x par factoriel de x. C'est une autre façon d'écrire les définitions classiques, mais on n'a pas besoin de faire des maths. En utilisant ces équations, on peut très bien montrer que, en développant ces équations, et mult évidemment, qu'il faut aussi définir comme ça, c'est une galère à la fin, mais bon, comme ça, que factoriel de 3, ça vaut 6. Donc là, il n'y a pas de maths, mais on fait les mêmes calculs qu'en maths, mais simplement en poussant des symboles. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est mécanisé, j'en ai parlé dans des prouveurs comme ACL2 qui a permis de faire des preuves, par exemple, des opérateurs flottants chez AMD, ou dans Agda, ou un peu dans Coq. Et c'est qu'il vient d'arriver en 2017 une sémantique récente d'STRL par Spencer Florence et Robbie Findler à Northwestern University Chicago, où je vais avoir l'honneur de donner un cours STRL l'année prochaine. Et c'est tout nouveau et c'est assez rigolo, c'est assez différent de tout ce que je vais vous montrer. Ça fonctionne pas mal, mais il y a encore beaucoup de discussions à faire. Et eux utilisent STRL pour faire des protocoles médicaux de suivi, de traitement des patients. Et STRL s'avère très très bien pour définir ces protocoles qu'ils n'arrivent pas bien à définir. Et comme ils n'arrivent pas bien à les définir, ils avaient très mal à les suivre, à les faire suivre par les infirmières, etc. Donc c'est un très joli sujet d'application non standard. Les insertions logiques, enfin, dans les méthodes classiques, eh ben, là j'ai le coureur à pied d'STRL, j'ai déjà présenté plusieurs fois ici, que je ne vais pas détailler, mais voilà une assertion. Je dis sustain assert that most when behavior run slowly, incompatible avec jump, incompatible avec run fast. Ça veut dire que ces deux signaux ne peuvent pas être émis en même temps. Et donc c'est une assertion temporelle. Ça, c'est intéressant, c'est que j'ai parlé de logique temporelle dans mes cours précédents, mais STRL est sa propre logique temporelle, comme Lustre est sa propre logique temporelle. On n'a pas besoin de parler de logique temporelle, et en fait, c'est beaucoup plus agréable souvent d'écrire les formules comme ça. Pas toutes les formules de sûreté, on peut les écrire comme ça. Et là, j'ai sustain, cette formule est toujours vraie, mais on peut mettre des formules qui sont vraies de temps en temps, ou pas vraies, qu'on peut gérer avec des abort when, avec des suspend, etc. Et ça, c'est très fondamental en pratique. Souvent, quand on faisait des circuits, par exemple, les circuits étaient truffés de formules qui vérifiaient des cohérences locales et qu'on pouvait prouver par les systèmes SMT ou SAT dont j'ai parlé il y a 2 ans. Bien, mais c'est SOS qui va nous intéresser. Alors SOS, l'idée de SOS, c'est de décrire un langage de programmation comme un système logique, d'écrire une sémantique comme un système logique et les calculs comme des preuves dans ce système. Donc, au lieu de faire de la logique classique avec des implications et tout ça, dès quel que soit il existe et des règles de logique, on va définir chaque langage comme étant sa propre logique. Et ça, c'est une idée magique qui a eu énormément de succès. Alors, ça a commencé pour le parallélisme, surtout qu'il marche très bien pour le parallélisme. Ça a commencé avec CCS, le calcul des systèmes communicants de Milner en 1984, dont j'ai parlé, j'ai oublié de mettre la date du cours là, bêtement, mais j'en ai parlé en 2012. SCCS, qui est une version synchrone de ce langage, et MEJ, qui a été fait à Gérard Boudol, avec qui je travaillais à Sofia, qui est un très très joli langage, synchrone, qui permet de parler de synchronisme, mais pas comme il faut pour STRL, parce que la loi d'STRL est assez dure à exprimer. C'est qu'il faut faire les choses en même temps, mais dans l'ordre. Et dans SCCS ou MEJ, on peut faire les choses en même temps, mais c'est commutatif. Alors, ceux qui connaissent la différence entre les algèbres commutatives et algèbres non commutatives, comme dirait Alain Cohn ici, voient que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, nous, il faut faire les choses en même temps, mais il y a un ordre. Et ça, on ne pouvait pas l'exprimer. Donc, il a fallu attendre SOS. Alors, rappel, le noyau de STRL pur. Donc, on a 3 instructions bébêtes. Nothing qui fait rien, émettre un signal qui émet le signal et termine instantanément. Pause qui arrête l'exécution pour l'instant et redémarre à l'instant d'après. On a la séquence, donc P.Q, P s'exécute, et dès qu'il est fini, sans changement d'instant, en temps 0, il passe la main à Q. Mais dans l'ordre.
C'est-à-dire P termine et Q, il peut y avoir des choses qui dépendent de l'ordre. Hein. Par exemple, si j'écris x de point égale 0, x égale x plus 1, ben, ce n'est pas commutatif. Hein. Donc il faut le faire dans l'ordre. Loop Pn répète P indéfiniment, mais P n'a pas le droit de terminer en temps 0, sinon on obtiendrait une boucle infinie en temps 0. Ça, c'est facile à tester, ce n'est pas un problème. P et Q exécutent P et Q en parallèle synchrone, et ils voient exactement la même chose au même moment. La trappe qui définit donc un point de sortie qui est fait où on sort par exit T, je vais détailler ça en grand tout de suite. Je vais détailler surtout pourquoi on y met un coefficient numérique. Le test qui exécute P si S est présent immédiatement, hein, sans délai, si P est présent et Q sinon, illico presto. Suspend S1P qui lance d'abord P, ça veut dire qu'il est retardé, il n'est pas immédiat, il lance d'abord P, puis ensuite, à chaque instant, si S est présent, il le suspend. Il le suspend, c'est-à-dire P ne bouge pas, ne change pas d'état, ne fait rien. Et si P termine à un moment, soit au tout début, soit au moment où il n'y a pas de S, il va terminer aussi. Bon, le suspend ne va avoir aucun intérêt dans la sémantique, il va être tout à fait trivial, vous allez voir pourquoi. Et la déclaration de signal local, qui est le point dur, contrairement au langage classique où déclarer un objet local, ça n'a rien de spécialement compliqué. Vous allez voir qu'en SRL, c'est ça le point compliqué. Alors, je reviens sur ces codes de retour, de terminaison et d'exit. Pourquoi j'ai mis un index aux trappes? Alors, ça, c'est une invention majeure de Georges Gontier, quand il travaillait sur STRL avec moi, et qui a fait pas mal d'inventions majeures. Et donc, c'est un codage du parallélisme qui est très très fin. Donc, on va donner toute instruction, quand elle se finit, pas se termine, se finit, va donner un code de retour. 0, ça veut dire j'ai terminé, j'ai fini, quoi. J'ai vraiment fini. Pause, ça veut dire bon, ben, je m'arrête, mais je n'ai pas fini. Ça rend un code 1. Sortir de la première trappe visible, ça rend un code 2. Sortir de la deuxième trappe visible, ça rend un code 3. Ceux qui connaissent Coq et le codage de De Bruyne et du lambda calcul, c'est exactement la même chose. Mais 0 pour terminer, ça c'est les deux codes spéciaux, 0 pour terminer, 1 pour attendre, et ensuite 2, 3, suivant le nombre de trappes qu'on va sortir. Et alors l'intérêt de ce codage, il est absolument majeur, c'est que si les codes de retour sont de P et Q sont K et K', alors le code de retour de P parallèle Q, c'est maximum de K et K'. Et toute la synchronisation induite par le parallèle va être réduite à cette seule formule. Et ça, c'est essentiel. On va voir pourquoi. Voici un exemple. Donc ici, j'ai deux trappes imbriquées, T et U, puis j'ai trois instructions parallèles, if is then pause end, if J then exit 2 end, if K then exit 3 end, donc 2 c'est U, et 3 parce qu'il faut traverser U pour aller dans T, donc on compte 2 plus le nombre de trappes qu'on traverse. Et j'ai mis un handler, là, ça veut dire que si la trappe U est sortie, il faut faire émettre X, ça c'est pour mieux regarder ce qui se passe, et un handler pour T, émettre Y. Alors regardons un certain nombre d'exécutions possibles de cette chose, parce que ça c'est vraiment la clé. Supposons qu'on ait ni I, ni J, ni K. Donc ce qui se passe là, on rentre dans ce trap, on rentre dans ce trap, on rentre dans ce parallèle, on rentre dans ces trois ifs. I n'est pas là, donc on va à end. J n'est pas là, on va à end. K n'est pas là, on va à end. Bon, ben, le parallèle se termine puisque les trois ont terminé. Et donc, on termine la trappe et on ne fait rien. Donc, on peut voir ça comme ça. Eh bien, regardez bien, chacun rend 0 comme code, je me termine. Donc, le maximum de 0, 0, 0, c'est 0. Et il n'y a pas de problème, ça veut dire que toute l'instruction termine. Si on a I, alors le premier s'arrête et le deuxième, ben, il y a des tests ratent, donc il termine. Donc, les codes de retour, c'est 1, 0, 0. Et donc, comme on va calculer le maximum, les deux zéros disparaissent, et le résultat, c'est 1, et ça veut dire qu'on reste arrêté sur cette pause. Hein, donc, on n'a pas allumé le n-trap. Hein. Il y a une branche du parallèle qui n'est pas finie, ben, le parallèle va continuer à attendre qu'elle se finisse. Si en revanche, j'ai I et J en même temps, donc la première va faire une pause, donc 1, la deuxième va faire exit U2, donc 2, et la troisième me dit, ben, K n'est pas là, donc je m'arrête, donc 0. Donc, quelle est la loi? On calcule le max, donc on vire 1 et 0, et il reste 2, et donc ça veut dire qu'on sort de la trappe U.
2, c'est sortir de la trappe U, ici. OK? On sort de la trappe U et on va émettre X. OK? Si maintenant, je n'ai pas I, pas J, mais K. Donc ici, on termine, ici, on termine, ça fait 0, 0, et K dit exit 3. Donc on fait 3. Donc les deux zéros disparaissent, c'est 3 qui gagne. Donc on obtient 3 et on obtient ici Y, puisqu'on a mis un handler pour récupérer la trappe T. Si je mets J et K, ça c'est plus intéressant, j'ai deux trappes en même temps. Deux trappes en même temps, la loi, je l'avais dit l'année dernière, c'est la plus extérieure doit gagner et l'autre doit être supprimée. Et bien là, on a 0, 2, 3, donc le 0 et le 2 disparaissent, et il n'y a que le 3 qui gagne, et donc, pardon, il n'y a que le 3 qui gagne, et on émet Y ici. D'accord? Je reprends ici, IJK, 0, 0, 2, 3, donc seul le 3 gagne, ok, et donc on ne termine pas la trappe U, on termine seulement la trappe T, on émet Y. Et puis si on met IJK ensemble, eh ben, c'est la même chose parce que le 0 est changé en 1, mais ça ne change rien, comme 3 est plus fort et 2 aussi d'ailleurs, le 1 disparaît et on fait encore une fois 3Y. Donc ce mécanisme-là est fondamental. Si on n'a pas ce mécanisme, on ne peut pas faire les instructions dérivées d'SRL dont j'ai parlé, etc. Et surtout, il assure l'unicité du point de contrôle dans les trappes. Voilà, OK. Alors on a besoin de deux auxiliaires techniques sur ces codes. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe quand on sort d'une trappe ou quand on rend un code de retour et que ce code de retour va traverser une trappe. Ben, si c'était la terminaison, on continue à terminer. Si c'était l'arrêt, on continue à s'arrêter. Si c'était cette trappe-ci, donc 2 c'est sortir de ma première trappe, et ben, ça veut dire qu'elle termine, donc je fais 0. 2 transforme 0, ça veut dire une sortie de trappe s'implémente par une terminaison du bloc trappe end, simplement. Et puis, si je sortais de 2 trappes, il faut que je la propage. Donc, j'avais fait 3, je fais moins 1 parce que j'ai perdu un niveau. Donc, je propage, donc je fais moins 1. Donc, ça, c'est simplement déballer, débobiner mes trappes. Tout bête. Et le dernier truc, c'est un truc que je n'ai pas dans mon bouquin. J'ai oublié de dire, mais j'ai mis 4 livres sur le web. Un sur la sémantique d'SRL, un sur, je ne me rappelle plus, et un sur SRL V7, deux livres que je n'ai jamais montrés jusqu'à maintenant. C'était un sur le design d'SRL V7 et l'autre sur le mode d'emploi d'SRL V7. Pour ceux qui sont intéressés, vous verrez comme SRL V7 était beaucoup plus puissant. Mais ça ne change rien, la sémantique, c'est pile la même. Alors voilà. Donc le deuxième chose, c'est le nettoyage des termes morts. Il se peut qu'un terme termine en ayant une forme un peu compliquée, du genre nothing, parallèle, trap, t, in, nothing, parallèle, abort, nothing, when. Et ça, on va les sabrer, on va faire un peu de garbage collecting. Et en gros, dès qu'un terme n'est pas en arrêt en attendant autre chose, on va le mettre à nothing. Ça va simplifier beaucoup l'épreuve. Ce n'est pas essentiel, mais ça va simplifier beaucoup l'épreuve. Techniquement, pour ceux qui connaissent, ça évite de faire des bisimulations entre nothing et nothing et des choses comme ça qui ne servent à rien. Bon, c'est un peu secondaire. Alors, la première sémantique, 1984, c'est la sémantique comportementale. Alors, elle prend la forme SOS, c'est-à-dire que ça va être un système de règles de preuve. Donc ici, on a des transitions. Ça représente une entrée I appliquée à un programme P. Donc ici, on a un terme de départ et les signaux reçus. Et ça va dire que fait P? Eh bien, on va dire il émet les signaux O, il va rendre un code de retour K, et il va se transformer en un terme d'arrivée P', qu'on peut appeler la dérivée. J'en avais parlé pour les expressions rationnelles il y a longtemps. Les dérivées d'expressions rationnelles, c'est un peu la même chose. Donc ça, c'est une transition. Notre terme P va émettre des signaux, rendre un code de retour, comment il se termine dans l'instant, et aller sur un terme d'arrivée. Alors, ce qui est très important par rapport aux sémantiques habituelles, c'est qu'il n'y aura jamais qu'une seule transition par réaction. On ne va pas chaîner des transitions. Il n'y en a qu'une. Ce qu'on va chaîner, c'est l'arbre de preuve. C'est la preuve de la transition dans laquelle il va se passer des choses compliquées. Mais la transition elle-même est très simple. Ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude dans les langages parallèles, mais là, on profite du synchronisme. Comme tout se fait en même temps, ça va se passer dans la preuve et pas dans une succession de transitions.
Alors, pourquoi est-ce qu'on rend un terme différent? Là, j'avais montré tout à l'heure du debugging symbolique. Par exemple, si j'écris emitx pause, loop emity pause, et je mets un index 1 et 2 à ces pauses, j'avais montré des transitions comme ça. Je mets en vert emitx, et puis ce pause s'allume. La transition d'après, ce pause se déclenche, il va rentrer dans cet emity, ce pause s'allume. La transition d'après, ce S revient là, etc. J'avais montré ça. Et là, on ne fait plus comme ça, on ne décore pas les termes, on change les termes. Alors, en fait, c'est assez habile. C'est assez habile parce que, regardez ce qu'on fait. Je prépare le prochain terme pour la prochaine réaction. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais disparaître emitx, qui vient d'être fait. Il disparaît, et puis il n'y a plus besoin d'être fait, donc je l'ai mis en grisé pour qu'on voit qu'il était là avant. Et puis je change ce pause en nothing. Un pause, comme ça ne dure qu'un instant, au coup d'après, ça devient simplement nothing. Donc, hop, le coup d'après, ce nothing va démarrer, ça va faire exactement comme quand j'ai ça ici. Comme quand j'ai ça. Donc, ensuite, cet emity va... alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, ici, ce nothing ne va rien faire, mais ici, il faut que je rentre dans une boucle. Eh bien, quand on rentre dans une boucle, on débobine un cran de la boucle. Ça, c'est très classique. Pour dire loop pend, on fait p, point virgule, loop pend. On débobine un cran la boucle. Et donc ici, j'ai perdu mon 1, il a disparu, normal, il a disparu, il ne servira plus jamais. Et donc, ici, j'ai copié la boucle, donc ce emity est fait, et puis comme il est fait, il disparaît, et j'ai nothing, et puis là, je reviens dans le même instant. Donc au lieu de décorer les termes, on les détruit, on détruit toute la partie qui a été faite, et on ouvre les boucles d'un cran. Donc c'est complètement équivalent. Alors on a l'impression que ça n'a pas la même longueur, si, parce que ça, en fait, c'est un artefact de coloriage. En fait, dans notre débogueur symbolique, c'est le même. C'est juste un artefact de coloriage dû au fait que mon petit coloriage est fait comme ça. Mais en fait, c'est vraiment exactement la même chose, c'est le même que ça. Donc ça et ça, c'est complètement équivalent. Et là, aujourd'hui, on va travailler avec ça, parce que c'est beaucoup plus facile pour faire la sémantique. Mais nous verrons la prochaine fois que quand on va faire la traduction en circuit, il vaut beaucoup mieux travailler avec ça. Et qu'on peut très facilement transformer la sémantique avec ça en sémantique avec ça. Et ça, je vous le montrerai au prochain cours. Donc, suivant ce qu'on veut faire, il faut changer un peu les points de vue, c'est assez fréquent. Ça, c'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, la sémantique est vraiment simple. Et là, c'est un peu plus subtil. Alors, la sémantique tient entièrement là. Ce n'est pas comme ça que je vais la montrer, hein, rassurez-vous. Elle tient entièrement là, c'est-à-dire il y a 11 primitives et il y a 14 règles de logique. C'est tout. Tout est marqué là. Donc c'est tout petit, la sémantique d'Esterel, pour l'instant. Ça va grandir un peu après quand on aura des paradoxes à résoudre. Alors regardons les règles de base. Elles sont très simples. Nothing, dans n'importe quelle entrée, n'émet rien, rend le code de retour 0, qui veut dire je me termine et devient nothing. Rien à dire. Pause, il n'émet rien, rend le code de 1 qui dit je pose. Ça va servir à synchroniser avec les autres instructions parallèles. Et il se transforme en nothing pour la prochaine fois. C'est ce qu'on vient de voir. Pause, c'est juste un nothing en un coup de décalage. Exit T, ben, ça émet K. Une fois qu'on a mis le bon index sur T, ça émet K. Et ça va sur nothing. Emit S, ça émet S, ça se termine et ça va sur nothing. Donc ça, c'est une autre façon de dire ce que j'ai dit en oral. Un signal, ben c'est très simple. Quand j'ai if S, then P, vous voyez, c'est de la logique, c'est-à-dire je dis si j'ai ça au-dessus, alors j'ai ça en dessous. C'est ça la définition. Donc si S est présent, et si P fait ça, alors if S fait comme P. Ben oui, le test ne prend pas de temps, donc ben, si S est présent, le test fait comme P. Si S est absent, le test fait comme Q. Bon, tout ça est trivial. La suspension, ben, c'est très simple parce qu'au premier coup, ce n'est pas immédiat, donc ça lance P, donc ça exécute P, et la seule chose que ça fait, c'est se transformer en suspension immédiate. Et la suspension immédiate, on en a parlé la dernière fois, c'est jamais que await not S, suspend P1S, donc c'est une macro. Et on peut aussi mettre des vraies règles pour suspension immédiate. Je les ai mises dans les transparents, mais je les ai cachées ici. Vous pouvez les trouver sur le web dans les transparents où elles seront décachées.
Bon, suspend ne pose aucune difficulté, ça se transforme en une autre instruction qui est suspend immédiate et c'est elle qui va faire le boulot pour la suite. Séquence, alors là c'est plus subtil, c'est là qu'on voit qu'il se passe des choses, plusieurs choses dans l'instant. Il y a deux cas. Si P qui émet O termine, alors dans la même prémisse de la règle, c'est-à-dire dans le même instant, je lance Q qui va faire O' et K. Et que fait P.Q? Il fait l'union de ce que fait P et ce que fait O'. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ça le synchronisme, il n'y a pas de temps. Les signaux émis par P et Q sont reçus en même temps par tout le monde. Et évidemment, comme P a fini, ce qui compte, c'est la terminaison de K, et ça va sur Q'. L'autre cas, c'est si P n'a pas fini. Donc si P n'a pas fini, eh bien, on fait ce qu'a fait P, et on va sur le nettoyage de P'Q. Le nettoyage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si P a fait une exception quelconque, 2, 3, 4, etc., alors ça fait nothing, parce qu'une exception, il n'y a plus rien à faire après. Ou bien, une trappe, un exit de trappe. Et si K a fait 1, c'est-à-dire il attend, mais dans ce cas-là, ça fait P'.Q. Donc c'est toujours très simple, delta, je n'en parlerai plus à partir de maintenant. Donc l'idée, c'est ici, vous voyez, le fait que ça se fait en même temps, c'est parce que c'est dans la même règle logique. Donc le synchronisme est dans séquence 0, transmission du contrôle dans la même transition et union des signaux émis par P et P'. D'habitude, on aurait plutôt tendance à chaîner deux choses comme ça. Ce serait une très mauvaise idée pour SRL. Enfin, ça peut être fait dans d'autres sémantiques, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. La boucle, c'est extrêmement simple. Une boucle, pour exécuter une boucle, on la déplie un coup. C'est-à-dire, je fais comme si j'exécutais P.loop P. Mais comme P n'a pas le droit de se terminer, j'avais dit P n'a pas le droit de se terminer, c'est-à-dire que cette règle ne s'applique que si K est différent de 0, que si P ne s'est pas terminé, à ce moment-là, je fais ce que fait P dans l'instant, et ensuite je garde pour la suite loop P. Puis j'ai le delta K, parce que si P a fait une sortie, il faut le tuer. Voilà, ça c'est rien, c'est simple. Alors attention, hein, les boucles instantanées, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer la sémantique. Alors ça, on peut considérer que c'est embêtant, mais non, on peut dire erreur, je ne peux pas calculer la sémantique. Vous avez une autre méthode, la méthode Tardieu. Tardieu, c'était un des plus brillants étudiants, enfin, avec Robert de Simone, qui était plus son directeur de thèse. En 2006, dans sa thèse, j'ai repris beaucoup d'éléments de sa thèse ici. Pour K égale 0, on peut retourner infini, parce que le max de infini de n'importe quoi, c'est infini, donc l'erreur va bien se propager. Parallèle et trappe, le parallèle c'est horriblement simple, ça c'est la grande force de ce formalisme. Je fais en même temps la transition de P et la transition de Q, et j'émets en même temps ce qu'ont émis P et Q, et je calcule, comme je le disais tout à l'heure, le code de retour, la façon dont se termine le parallèle, c'est le max des codes de retour de P et Q. Donc parallèle n'est que le maximum, parallèle est un opérateur tout à fait trivial, au contraire des langages asynchrones où c'est en général un opérateur compliqué. Le trap, c'est très simple. Je fais ce que fait P et je baisse le résultat. Donc, je vous rappelle, si c'était 0, ça vaut 0, ça veut dire que ça termine. Si c'était 1, ça veut dire que P s'est arrêté, ben ça s'arrête aussi. Puis ça attend, la trappe reste là et ça attend. Si c'était 2, etc., eh ben, ça propage la trappe en faisant -1 et ça devient nothing. Donc, trap est absolument trivial. Donc le parallèle synchronise la terminaison, la pose et les trappes. Il meurt dès qu'une branche fait un exit d'une trappe externe. Ça, et les trappes se propagent comme c'est marqué là. Le signal local, il ne reste plus que ça. Mais ça, c'est plus compliqué. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai dit, on reçoit des signaux, on émet des signaux. Mais quel est le rapport entre ce qu'on reçoit et ce qu'on émet? Alors il y a un cas simple, c'est quand c'est les signaux de l'environnement externe. Je supposais, sans le dire, mais je le dis, que les signaux d'entrée de l'environnement externe et les signaux de sortie sont disjoints. Donc on va recevoir des signaux, on va émettre des signaux. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand on déclare un signal local, ben, il peut être émis et reçu en même temps. Il peut être émis et reçu. Ben, je n'ai aucune règle qui dit ce qui se passe pour l'instant. Alors c'est ces deux-là qui vont le dire. Et ce sont des règles de consistance logique. Ce qu'elles disent, c'est S est reçu, est présent, si et seulement si il est émis. Et S est absent si et seulement si il n'est pas émis. Autrement dit, il y a deux choses que j'interdis.
La première, c'est d'émettre S et que quelqu'un ne le reçoive pas, ça ce sera impossible. Et la deuxième, c'est de ne pas émettre S et que quelqu'un le reçoive. Ça, ce sera impossible. Et donc, c'est une règle de consistance. Et donc, maintenant, avec ces 14 règles sémantiques, eh bien, ça y est, je peux calculer mes programmes. Je peux calculer mes programmes, j'ai tout défini de la sémantique du langage. Tout, pas tout à fait tout. Donc, ces règles sont très, très simples. Mais je n'ai pas tout à fait tout défini. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a des problèmes. Tout ça, le fait de faire tout instantanément a des problèmes. J'en ai montré deux la fois d'avant que je remontre ici. Les problèmes du chat. Donc ici, le chat est devant le plan de Bruxelles où il dit, vous êtes ici, c'est de Neuilly, pardon, c'est pas Bruxelles, vous êtes ici, et le chat dit, les nouvelles vont vite. Donc là, on voit ce paradoxe extrêmement intelligent. Il y aurait d'ailleurs un autre paradoxe qui n'est pas dans le chat, qui est « vous n'êtes pas ici ». Et le chat disait « c'est n'importe quoi ». Hein, ce paradoxe, il n'y est pas dans Guéluc, mais ce sont les deux paradoxes qu'on va trouver dans STRL. Alors ça, c'est paradoxal, donc on va le rejeter. Mais il faut être malin pour le rejeter. Vous allez voir, ça va nous occuper un moment. Ça nous a occupé 10 ans, mais voilà. Et puis l'autre, c'est le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture tout de suite après. Donc ça, c'est une très très belle formule de Guéluc, qu'on va rendre encore plus vraie en STRL, parce qu'on va dire après, mais en même temps. D'accord ? Il n'y a pas de raison qu'il ait eu besoin de temps pour inventer. Il peut, en même temps qu'il invente l'écriture, il peut inventer la lecture, mais forcément, il y a une relation de causalité qui dit que c'est après. Alors, dans l'implémentation, rassurez-vous, ce sera quand même après. Enfin, d'ailleurs, même pas forcément. Si, ce sera après. Alors, regardons ce que c'est en STRL et en lustre, et en logique. En STRL, premier problème, c'est si S et ne rien faire, sinon émettre S. Ça s'écrit aussi en lustre, S égale not S, ou en logique, S égale not S. Là, on voit qu'il y a un problème. En logique, il n'y a juste pas de solution booléenne. OK ? Il n'y a qu'une seule solution, c'est en logique avec un indéfini, c'est indéfini égale non indéfini, ça c'est vrai. Mais en logique booléenne, ce n'est pas vrai. En STRL, il n'y a pas de solution, parce que je ne peux appliquer aucune des deux règles. Je dis, parce que regardez, si je suppose que S est émis, alors il n'est pas émis. On fait nothing. Par contre, si je suppose qu'il n'est pas émis, alors il est émis. Donc aucune de mes deux règles de consistance ne s'applique, donc il n'y a pas de sémantique. Très bien. Donc ça c'est cool, le programme est rejeté. En lustre, c'est beaucoup plus violent. Lustre dit, ben, moi j'interdis de mettre une dépendance instantanée de S sur S. Et puis ça c'est du tri topologique, c'est un algorithme de graphe, y a-t-il un cycle dans le graphe des dépendances? Et lustre brutal dit ça. Alors vous allez voir pourquoi on ne dit pas ça en STRL. Alors ça c'est très bien parce que le programme est rejeté, pas de problème. Maintenant, plus compliqué. Ça, c'est quelque part plus subtil, c'est si S, alors émettre S. Donc, c'est S égale S. Donc, S égale S, ce n'est pas comme S égale not S. Il y a deux solutions. Donc, en logique, S est indifféremment vrai ou faux. En STRL, les deux règles s'appliquent. Supposons que S soit là, alors il est émis. Supposons que S ne soit pas là, alors il n'est pas émis. Donc, il n'y a pas de problème de consistance. Les deux règles s'appliquent. Mais ça, c'est un peu embêtant. En lustre, on ne veut pas le garder, ça. On ne veut pas le garder. Hein, on sent bien qu'on voulait avoir des problèmes déterministes. On n'a pas envie qu'il se passe ça dans nos bagnoles. En lustre, ben, lustre est très, très monolithique. Il dit, ben, de toute façon, il y a une dépendance de S sur S, donc moi, j'en veux pas. Je jette. Très bien. OK. Le non-déterminisme peut être subtil. On peut s'y mettre à deux. On peut dire par exemple, s'il y a S1, alors s'il n'y a pas S1, j'émets S2, et s'il n'y a pas S2, j'émets S1. En logique, ça fait S1 égale not S2, S2 égale not S1. Donc en logique, on dit ben, ça marche très bien du moment que l'un des deux est vrai et l'autre est faux. Supposons S1 vrai. S1 vrai, ça veut dire que S2 est faux, et c'est parfaitement consistant avec les deux équations. Donc on a un non-déterminisme un peu plus subtil. En STRL, eh bien, on a la même chose qu'en logique. Si je suppose S1 vrai et S2 faux, eh bien, comme S1 est vrai, je n'émets pas S2, donc c'est bon pour S2 faux. Et si S2 est faux, j'émets S1, donc c'est bon pour S1. Donc c'est bon. Et l'inverse est bon aussi.
Donc ces programmes-là n'est pas rejeté par STRL. Embêtant. En lustre, lustre est toujours aussi monolithique, rejet, car dépendance instantanée. Le graphe a un cycle entre S1 et S2, j'en veux pas. Ah, alors Olivier Tardieu déjà a amélioré pas mal la situation dans sa thèse, ce que je n'avais pas fait moi, en changeant les règles de signal pour les rendre un peu plus malignes. Ce que j'appelle signal plus et signal moins. Et je ne vous les lis pas, ce n'est pas la peine pour l'instant, c'est ça qu'il faut dire. Si S est présent, si et seulement si, il est émis indépendamment de sa présence dans I. C'est-à-dire qu'il ne soit pas là, et qu'il soit là ou pas dans l'environnement d'entrée, alors il doit être émis. Et ça interdit de supposer qu'il est émis pour prouver qu'il est émis. Donc ça va interdire les cas de non-déterministes. Alors ça se fait comme ça, là. Si on émet S avec S pas dans I, et si on émet S avec S dans I, eh ben ça donne le même résultat. Il est émis les deux fois. Ça c'est bon, c'est accepté. Ou bien, même chose si on ne l'émet pas. Bon, ce n'est pas la peine de regarder les règles dans le détail parce qu'elles sont très provisoires, on va voir qu'elles ne sont pas suffisantes, mais c'est déjà pas mal parce que cette règle-là interdit déjà le non-déterministe. Mais il n'interdit pas quelque chose de bien pire. Avant de ce quelque chose de bien pire, je voudrais remarquer qu'Abort aussi a des problèmes de causalité. Par exemple, et c'est normal parce qu'Abort, quelque part, ça se fabrique avec des ifs aussi. Abort P ou NS, je vais appeler ça un crime. S tue P de l'extérieur, c'est un crime. La question c'est, est-ce que P peut se suicider? Par exemple, en disant ça, Abort, un truc qui prend du temps, émet de suicide ou N suicide? Eh bien non. En STRL, vous pouvez vérifier que c'est une erreur de causalité. Pourquoi? Parce que Abort est fort, ça veut dire que s'il émet suicide, il est tué par suicide, mais s'il est tué par suicide, il n'a pas le droit de travailler. Parce que Abort est fort, donc l'émis de suicide ne va pas être exécuté. Donc ça ne marche pas, ça. Bon, c'est la même raison, c'est quand on regarde un peu dans les yeux, c'est la même chose. Par contre, si on met weak abort, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la préemption est faible. Il émet suicide, ça va le tuer, mais ça n'empêche pas l'émission de suicide. Donc là, c'est bon. Oh, c'est un peu subtil tout ça quand même. Ah oui, mais on a à vivre avec. Vous allez voir que quand on essaye de vivre sans, comme fait Louis Mandel dans Reactive-ML, ça va donner d'autres ennuis. On a le choix des ennuis. Alors là, il n'y a pas de problème, parce que d'ailleurs, on peut tout à fait remplacer weak-abort par trap et emit par exit, et ça fait, d'ailleurs, c'est ce que fait la macro fondamentalement, et ça va marcher. Bon, alors voilà le vrai danger. C'est ça qui va nous occuper pour le reste de la séance. Le vrai danger, c'est le déterminisme suspect. C'est if S then emit S, else emit S, ou bien S égale S or not S en lustre. C'est que j'ai déjà montré plusieurs fois ici, qu'on appelle aussi Hamlet, to be égale to be or not to be, qui est l'équation fondamentale de la pièce. Et si cette équation met autant de temps à se résoudre, ou à ne pas se résoudre d'ailleurs, c'est pour de bonnes raisons. Alors regardons, en logique, il y a une seule solution. Pourquoi il y a une seule solution? Parce que S vrai est solution, mais S faux n'est pas solution. C'est pas très constructif comme raisonnement, c'est du raisonnement par l'absurde. Il n'y en a qu'une parce que l'autre n'est pas bonne. Et en sémantique déterministe d'STRL, c'est pareil, il n'y a qu'une seule règle applicable, qu'on le prenne dans ma formulation ou dans celle de Tardieu, c'est en supposant que S est présent, alors S est présent. Mais en supposant que S est absent, S est présent. Donc ça ne marche pas, ça, on n'a pas le droit de l'appliquer. Donc ça, c'est un peu suspect quand même, ok? Lustre, évidemment, on le rejette comme d'habitude parce qu'il dit qu'il y a une boucle de S sur S, on s'en fout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cycle de causalité, et c'est un cycle vraiment suspect. Et en SRL, on va vouloir l'enlever parce que il a énormément de défauts, ce cycle. C'est que si vous avez ça dans un très gros programme, pour comprendre si ce programme est correct ou pas, ça va être très dur. Alors là, on va avoir des vrais beaux arguments pour le rejeter, et qui vont rejeter tous les exemples que je vous ai montrés pour la même raison. Et ça, c'est la chose la plus importante du cours aujourd'hui. Donc cette solution n'est pas constructive, elle repose quelque part sur une forme de raisonnement par l'absurde. C'est comme ça parce qu'il n'est pas possible que ce soit autrement. Alors voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup de bons cycles et qui sont naturels.
Alors, lustre n'est pas trop gêné par ça, SRL est assez gêné. Voici un très bon cycle. If S, then if S1, then emit S2, else if S2, then emit S1. On voit qu'il y a une dépendance de S2 vers S1. S'il y a S, une dépendance de S2 vers S1, de S1 vers S2, à l'inverse, s'il n'y a pas S. Mais on sait qu'il n'y a pas en même temps, on n'est jamais en même temps dans le then et dans le else. Donc ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il n'y a aucun problème. D'accord? Parce qu'à chaque instant, le cycle, il n'existe pas. C'est pareil, si vous faites ça en circuit, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème électrique. C'est cyclique, mais il n'y a aucun problème. C'est pareil si vous mettez un délai entre les deux. Si vous dites S2 dépend de S1, et à l'instant d'après, S1 dépend de S2. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas en même temps. Et là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, il n'y a aucune raison de rejeter ça. Donc, il y a les bons cycles et les mauvais cycles. Alors, en lustre, la raison pour laquelle il rejette, c'est aussi parce que c'est beaucoup moins visible. Quand on enlève le contrôle, ce qui rend ça visible, c'est le contrôle. C'est le if then else, dans lequel on sait, à vue, que le then et le else sont départagés. Et là, ben, on a un SN et un not SN. Et sur pause, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut mettre deux états en lustre. Donc ça se fait en mettant un flow qui dit d'abord true et puis au deuxième instant false, aux instants d'après false. Et on dit que S2 c'est P et S1, S1 c'est not P et S2. Eh bien, ça ne se voit plus. Ça ne se voit plus. Donc autant c'est naturel d'accepter des cycles en STRL, autant ça n'est pas forcément en lustre. Et comment on va faire d'ailleurs nous? Pourquoi on s'intéresse aussi à lustre? C'est que vous allez voir que notre compilateur en circuit, en fait, il traduit STRL en lustre, et que nos analyseurs, ils analysent les programmes lustres pour savoir s'ils sont bons ou pas. Mais à l'œil nu, c'est vraiment infernal, mais on a tous les outils logiques pour faire ça, dont j'ai déjà parlé, les BDD, SAT et tout ça. Bon, alors l'autre chose, c'est que ce genre de cycle se produit naturellement. Il arrive en programmation de façon standard. Par exemple, dans la composition de modules. Emmanuel Ledino l'avait montré dans le Rafale, ils avaient des modules d'interface aux machines faits par différentes personnes qui échangeaient des signaux. Et effectivement, il y avait des échanges de signaux symétriques, mais ils savaient parfaitement que ce n'était pas dans les mêmes états. Et ils nous disaient, mais pourquoi vous ne savez pas compiler ça? Ça nous embête, ça nous complique la programmation. Donc il a fallu qu'on résolve ce problème. Dans la conception des circuits efficaces et électriquement corrects, on peut montrer que sur les circuits, en autorisant, dans certains cas, en autorisant des cycles qui sont parfaitement corrects électriquement, c'est-à-dire que le circuit va marcher comme s'il n'avait pas de cycle, eh bien, on peut faire des circuits exponentiellement plus petits, ou racine carrée plus petits, ou beaucoup plus jolis. Ça, j'en ai parlé dans le cours longuement, dans le cours du 26-3 2014. J'ai parlé longuement de ce problème, et c'est vraiment une très très jolie chose que je vous conseille de re-regarder si vous avez oublié. Et la vraie raison, c'est qu'on sait résoudre le problème complètement. Donc, on a résolu le problème de cycle analysis, qui est une photo prise à Berkeley, en 1998, à l'époque où c'était vraiment déjà très bien compris, on avait déjà tous les algos. Et donc, c'est Michael Mendler qui a fait la très belle preuve du fait qu'on sait détecter exactement, avec des algorithmes et des considérations logiques, les bons cycles, et ça se prouve par rapport au modèle temps réel continu d'électricité, à un modèle continu raisonnable. Voilà. Donc, j'avais dit dans le cours en présentant le cours de géométrie algorithmique de Jean-Daniel Boissonnat l'année dernière, j'avais dit qu'Havana a dit « il faut aimer et protéger les triangles », qui est une phrase que j'aime beaucoup, et c'est pareil, il faut aimer et protéger les bons cycles. Alors, voilà, avançons vers la solution. L'idée, c'est, au lieu de résoudre des équations logiques, comme on essayait de faire intuitivement tout à l'heure, eh bien, on va essayer de faire comme logique intuitionniste, c'est-à-dire de propager des faits. Des faits positifs ou négatifs, mais des faits, des choses prouvées, uniquement des choses prouvées. Et le théorème sur l'électricité dit que l'électricité ne sait faire que ça. L'électricité ne sait pas faire le tiers exclu. Elle ne sait pas faire to be or not to be égale 1. Ça se démontre. Alors, mes amis de Chicago m'ont donné un très joli proverbe hawaïen qui s'appelle « if can, can, if no can, no can », qui décrit assez bien en première approximation ce qu'on va faire. Alors, ça s'illustre bien sur un premier exemple qui est celui-là. Emit X, if X, else emit Y, if Y, then emit Z. Je répète, j'enlève le then comme j'enlève le else, c'est pareil en STRL.
Alors on va démarrer en sachant rien sur x, y et z. Je mets un bottom. Pour ceux qui connaissent la sémantique de Scott, c'est normal, ça veut dire l'indéfini en Scott. Donc la présence de x, y, z est indéfinie. Alors je vais lancer un premier calcul qui est must. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois rentrer dans les parallèles, je dois émettre x et je dois essayer de faire cet if. Mais là, je ne peux rien faire parce que je ne sais rien sur cet if-là, je ne sais rien. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est émettre x. Mais de ça, je déduis que x est présent. Alors, comme x est présent, regardez ici. X est présent, donc je sais que je ne vais pas faire cette branche. Donc, je vais faire ce qu'on appelle cannot. Hein? If can't, can't. Je vais faire cannot. Cannot m'a dit, je ne vais pas faire cette branche, donc je peux effacer cet émit y. Je peux effacer cet émit y, mais alors, je peux en déduire quelque chose. C'est qu'il n'y a plus d'émit y dans le programme. Donc, je suis sûr que y sera absent parce que plus personne ne peut l'émettre. C'est un raisonnement positif sur une information négative. Donc, maintenant, je peux déclarer que y n'est pas là. Je peux maintenant réitérer must et dire comme y n'est pas là, je sais que je peux prendre le else, je dois prendre le else et je dois émettre z. Et maintenant, mon programme était entièrement résolu. Donc, je vais faire une alternance de calcul de ce que je dois faire et de calcul de ce que je ne peux pas faire. Ce que je dois faire va m'émettre des signaux, ce que je ne peux pas faire va me montrer que ce n'est pas possible de les émettre et donc les mettre absents. Alors attention, là, j'ai qu'une seule étage de récursion, mais si vous regardez les règles que je vais vous montrer maintenant, ça va être de la folie, la récursion. Enfin, de la folie, ça va être... c'est comme un peu comme de dire Fibonacci se définit par la formule récursive Fibonacci de n égale Fibonacci de n plus moins 1 plus Fibonacci de n moins 2. Heureusement que Fibonacci n'a pas fait ça. Il a dit Fibonacci de n, c'est la somme de Fibonacci de n moins 1, mais on commence par calculer les premiers. On ne déroule pas la récursion. Ben là, je vais dérouler la récursion, et la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on peut faire ça à coût extrêmement faible. La récursion va être très chère, et l'année prochaine, elle va être très facile au niveau sémantique, et la semaine prochaine, je vous montrerai comment on transforme ça en sublinéaire. En linéaire, en linéaire. Bon, ça, on est très content. Et donc, c'est ça qu'on va généraliser. Alors, la règle de signal va être mise à jour avec une petite amélioration du proverbe hawaïen, c'est if must do, if no can, no do. Tout est là-dedans. Hein. Et elle dit simplement la chose suivante. Quand vous voulez évaluer une déclaration de signal dans un environnement E, si vous devez émettre S, alors vous l'émettez. Si vous ne pouvez pas émettre S, alors vous ne l'émettez pas. Bon, c'est très logique. Mais en fait, on n'a rien fait parce qu'on n'a pas dit comment on calculait ces fonctions. Okay? Alors, comment est-ce qu'on sait si on doit ou si on peut émettre un signal? Eh bien là, on va donner une définition de ces fonctions qui est complètement récursive et stupidement inefficace, mais qui a déjà servi à faire des compilos STRL très rapides. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais vous écrire, vous le mettez en prologue, vous faites retour chariot, et hop, miracle, vous avez un interprète STRL. Donc ça va être du prologue, donc, ou vous pouvez le faire ça à la main en camel, c'est pareil, ça va être du prologue et ça marche très bien. Mais il faut calculer must et can. Alors allons-y. Alors, calcul de must et can, ça va être la seule difficulté vraie de la journée. C'est subtil, c'est pas dur, c'est subtil. S plus, c'est S connu comme émis, S moins, S connu comme non émis, comme absent, comme non émis plus précisément, ou absent, ça revient au même, et S bottom, S inconnu. Et E, ça va remplacer I, c'est l'ensemble de nos signaux augmentés. Je vais l'appeler E parce que maintenant, je ne veux pas confondre avec I où il n'y avait pas des plus et moins et tout ça. Alors, must, ça a cette forme-là. Must de l'instruction P dans l'environnement E, ça rend un ensemble de signaux émis. Il va y avoir que des plus dans E'. Et ça rend soit rien, must ne sait pas quoi faire, il rend rien, ça c'est la terminaison, hein, c'est rose, c'est la terminaison. Soit il rend 0, je me finis, ou soit il rend 2, 1, K, etc. Donc il rend soit rien, soit un seul code, qui est le code de l'exécution de P. Donc les signaux devant être émis, et soit le code garanti est rendu, soit rien du tout s'il ne sait pas dire, parce que c'est trop tôt. Can,
ça va faire la même chose, ça va rendre les signaux pouvant être émis, et ça va rendre l'ensemble des codes pouvant être retournés. Typiquement, quand Kahn arrive sur un XNL, il va observer les deux branches, il va regarder ce qui se passe dans les deux branches, et il va rassembler tout ça. Must va suivre la bonne branche, et Kahn va suivre toutes les branches pour regarder par où on ne passe pas, de façon certaine. Et puis, il y a ce petit thème ici. Ce petit thème est délicat. Ça va valoir soit plus, soit bottom. Plus si on sait que l'instruction doit être exécutée, et bottom si on ne sait pas. C'est-à-dire le calcul de ce qu'on peut faire va dépendre du fait qu'on sait qu'on va exécuter l'instruction ou pas. Ça va se voir très rapidement sur un exemple. Alors, premier exemple, déduction positive. J'ai cette instruction P, signal Z, in, émite Z, il fait Z, émite X, émite Y, et celle-là, je l'appelle Q. OK, donc regardons. Supposons qu'on sache déjà qu'on va exécuter P, c'est-à-dire on est tombé là-dessus par must. Alors on calcule le must. Alors le must, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on ne sait rien sur les signaux, on suppose qu'on ne sait rien sur les signaux. Alors quand on rentre dans le signal Z, ben, on le met à bottom, on ne sait pas, donc on le met à bottom. Donc là, on calcule must en sachant rien, et on voit qu'on fait emit Z. Ben, emit Z, il n'y a qu'à le faire. Donc le résultat, c'est qu'on émet Z. Mais je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Je ne propage pas ça, ce n'est pas besoin, ça va être propagé automatiquement après, dans l'itération. Mais là, j'ai un test sur Z, et dans l'état actuel des choses, je ne peux pas faire ce test, donc je ne peux pas dire si je termine ou pas, donc je rends vide. Que fait Kahn? Kahn, il dit, moi, je peux émettre Z. Z, je ne sais pas, mais si je regarde ce que je peux faire, je peux aller là ou là, donc je peux émettre X, je peux émettre Y, et éventuellement, je peux terminer. Donc Kahn, lui, il est très, très holistique, hein, il prend tout ce qui passe. Voilà, donc voilà, on a ça. Alors mais maintenant, on a une info en plus, on peut émettre Z. On sait qu'on va émettre Z, on doit émettre Z. On doit émettre Z, donc on peut itérer, on peut recalculer must. Et must recalculer, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ben maintenant, on sait que ce if Z, il va donner vrai. Donc on va faire le zen. Donc on doit émettre X, ok? Et ici, le Kahn, il va nous dire, ben, je peux émettre X, d'abord je peux émettre Z toujours, ben, ça ne va pas être perdu, je peux émettre Z, et je sais que je peux émettre X, mais que je ne peux pas émettre Y. Parce que maintenant qu'on sait qu'on a Z+, on sait qu'on ne prendra pas cette branche émite Y. Donc je ne peux pas émettre Y. Ici, c'est le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Donc X doit être émis, Y ne peut pas être émis, Q et P doivent terminer. Ça, je le sais localement. Ça ne veut pas dire que Y est absent pour l'instant, parce qu'on est en train d'explorer un grand programme dans lequel ça, c'est juste un fragment, et peut-être il y a d'autres émetteurs de Y ailleurs qui seront possibles. Hein. Mais localement, voilà ce qu'on a déduit. Ça, c'est la programmation positive. On a trouvé, must a trouvé qu'on émettait un signal, mais on a trouvé aussi une propagation négative ici, en disant que Kahn a trouvé qu'on ne pouvait pas émettre un autre signal. Alors, la déduction négative pure, c'est ça. C'est j'ai enlevé le emit Z ici. OK. Si on sait déjà qu'on doit exécuter P dans le même environnement vide, là, alors le premier calcul dit que ben, je ne sais pas pour Z, donc ben, je ne sais rien dire. Hein, là, j'ai plus le emit, hein, donc je ne sais rien dire. Et Kahn, il dit, ben, moi, je peux émettre soit X, soit Y. OK. Mais comme Kahn dit, je peux émettre soit X, soit Y, il dit en même temps, je ne peux pas émettre Z. Et comme on ne peut pas émettre Z, maintenant, on peut dire que Z n'est pas émis. Alors là, il faut supposer que c'est le programme complet, là. Hein, ça. On ne peut pas émettre Z. Donc, on recalcule avec Z-. Et à ce moment-là, must dit, ben, moi, je dois émettre Y. Et Kahn dit, je peux émettre Y. Mais donc, je ne peux pas émettre X. Donc, on a toujours cet aller-retour entre les choses qu'on sait qu'on doit faire et les choses qu'on sait qu'on doit ne pas faire. Et ce calcul n'est pas le même. Donc, Z ne peut pas être émis, X non plus, Y doit être émis et P et Q doivent terminer. Alors, on peut rester dans l'incertitude aussi. Par exemple, on dit, si on ne sait pas encore si on doit exécuter P, eh ben, on ne sait pas encore si on doit émettre Z, donc on ne peut rien déduire du tout. On ne peut rien déduire.
C'est-à-dire que must rend le minimum et can rend le maximum, c'est-à-dire le minimum de can-not. Donc on ne peut rien déduire. Et ça arrive, bon, on explore, et quand on se balade, on va, on revient, on explore tout le terme, on revient. À chaque fois, on ramasse un morceau ici, on le ramène là-bas, et c'est comme ça qu'on va traiter le parallèle. On va faire un progrès sur la branche de gauche, on va remonter tout en haut, on va redescendre ce progrès dans la branche de droite, qui va donner un petit progrès qui va remonter dans la branche de gauche, et tout ça. Donc on voit que ça fait le bon boulot, mais évidemment à un coût exorbitant, mais pas au niveau de l'écriture des règles. Là, on n'a pas de coût, on est dans la définition pour l'instant. Halte à la spéculation, c'est à ça que sert ce petit thème dans Can. Si on ne sait pas encore si on doit exécuter P ou pas, il faut faire attention, parce qu'on ne peut pas spéculer qu'on va émettre Z, puisqu'on ne sait pas si on sera là, et il y a des sémantiques qui spéculent qu'on peut émettre Z, sont très différentes, et on ne peut pas aller plus loin, on n'a pas le droit de spéculer sur l'émission de Z. Par exemple, la sémantique de Chicago, de Findler et Florence, à cause des propriétés des systèmes de réécriture, elle va spéculer ça. Donc elle est assez différente pour ce programme-là. On n'a pas encore exploré les conséquences de tout ça. Donc, halte à la spéculation. Si on ne sait pas qu'on exécute, on met un bottom à Can, et ça restreint. Can n'a plus le droit d'appeler must, essentiellement. Il ne faut pas itérer. Sinon, on trouverait des faux négatifs. Alors ça, c'est très délicat. Si vous ne faites pas ça, le théorème d'équivalence avec l'électricité s'effondre. La bonne nouvelle maintenant, c'est que tous les programmes bien causaux dans tous les sens du terme sont acceptés et tous les programmes pas bien causaux sont rejetés. Donc quelque part, le problème est résolu. Donc vous avez vu cette alternance de je peux, je sais pas, je sais que je peux pas, je peux, je sais que je sais pas, je sais que je fais, je sais que je fais pas. C'est ça qui va faire le boulot. Alors, qu'est-ce qui est, je vais vous montrer les règles après, hein. Qu'est-ce qui se passe pour les programmes non causaux? Donc vous prenez P, ifs denemites, Q, ifs ultimites, R, celui à 2, le non déterministe à 2, et H, Hamlet. OK, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous calculez must et can, vous voyez sur PQR, sur PQR, c'est ça, non, sur PQR et H, vous voyez que must ne donne rien, parce qu'on ne sait rien, on ne sait rien. Et can va dire, sur celui-là, celui-là et celui-là, il va dire, je peux émettre S. Donc aucun progrès n'est possible. Et sur celui-là, c'est la même chose, must fait rien, mais can fait, je peux émettre S1 et S2. Donc cannot ne dit rien, cannot c'est le contraire de can. Il dit cannot, moi non, j'ai aucune réponse. Must dit moi non, j'ai aucune réponse. Et ça c'est très intéressant parce que ces 4 programmes qu'on analysait de façon extrêmement différente tout à l'heure sont rejetés pour exactement la même raison. Ils ne sont juste pas constructifs, il n'y a pas besoin de dire il y en a des non déterministes, il y en a des non causaux, il y en a des bizarres. Ils sont tous rejetés pour exactement la même réponse, la même question. La logique intuitionniste rejette les paradoxes pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est vraiment très important dans la sémantique d'Esterel, et il ne faut pas se gourer quand on écrit les règles pour que ce soit vrai. Alors justement, les règles, on va terminer presque par elles. Alors les règles ne sont pas très compliquées, il n'y en a qu'une ou deux qui sont un peu délicates. Ben, ce que je peux faire quand je fais nothing, c'est la même chose que ce que je dois faire, c'est la même chose que ce que je peux faire, c'est ne rien émettre et rendre le code 0. Donc ça, c'est vraiment très simple. Donc toutes celles-là sont simples comme elles sont toujours. Le P point virgule, là, est un petit peu plus subtil. Alors, il va se lire comme ça. Le must de P et de Q, je commence par calculer le must de P et de E. Si 0 n'est pas possible, si je ne dois pas terminer, je me demande si je ne me suis pas gouré là. Je recalcule le must de P et de E. Oui, c'est ça. Je calcule le must de P et de E si P ne termine pas, si P ne doit pas terminer. Et ensuite, ça c'est pour la partie, alors must est coupé en deux, hein, le must du contrôle, must K qui est rose, et le must des signaux qui est bleu, qui est must S. Okay, donc le must bleu est si P ne peut terminer, doit terminer, si P doit terminer,
je prends le must de P et le must de Q. C'est-à-dire je dois faire P puis Q. Donc je prends le must des deux, je fais l'union, et c'est exactement l'analogue de la règle de point-virgule de tout à l'heure. Le cas n'est plus subtil. Bon, si je ne peux pas terminer, je regarde que P, c'est ça que ça dit. Si je peux terminer, il y a deux cas différents. Soit je calcule de toute façon, si je peux terminer, je calcule de toute façon l'union de ce que je peux faire dans P et Q, mais il y a deux cas différents pour éviter la spéculation. Si je ne sais pas, si M, alors regardons bien, c'est ce qui est marqué là. Je mets un M', là, je ne mets pas M. Ça veut dire, ça, quand j'analyse Q, si je sais que P doit terminer, alors, et si je sais que P est exécuté et que P doit être terminé, alors je mets plus. Sinon, je ne spécule pas, je mets bottom. OK? Ça, c'est ce qui a établi la solution. Donc, je répète, si P ne peut pas terminer, ce n'est pas la peine de regarder Q. Si P peut terminer, je fais l'union de P et de ce que peut faire P et Q, mais attention, si je ne suis pas sûr d'exécuter PQ, et si je ne suis pas sûr d'exécuter PQ, et si P ne doit pas terminer, alors je ne peux pas spéculer. Je sais que je ne peux pas déduire que j'exécuterai Q. Donc je mets bottom dans le cadre. Bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut regarder les règles de près pour le voir, il faut reprendre les exemples pour le voir, mais c'est exactement là que ça se passe, c'est l'endroit où on fait halte à la spéculation. Q ne peut pas être exécuté pour l'instant, Q n'est pas sûr, ne doit pas encore être exécuté, mais peut-être qu'il le sera plus tard, donc attention, peut-être que ce bottom plus tard se retransformera en plus au cours des millions d'itérations de la machine. Alors le test, c'est très simple, hein, c'est quand je vois un test, si le signal est là, je vais dans P, si le signal est dans Q, sinon je ne fais rien. Et pour must et pour can, eh bien, si le signal est connu présent, je vais dans P, s'il est connu absent, je vais dans Q, et sinon, je fais l'union des deux, c'est-à-dire j'explore les deux branches et je ramasse tout ce que je trouve. Ça, c'est tout à fait logique. Le parallèle, c'est l'extension, c'est-à-dire le must, je prends tous les signaux que peuvent émettre les deux, et simplement, là, je peux avoir plusieurs codes de retour, par exemple, dans le can. Eh bien, P peut rendre un ensemble de codes de retour, qui s'appelle celui-là, la must K de P et de E. Q peut en rendre celui-là. Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends tous les maximums 2 à 2. Ça revient à faire de l'analyse statique. Je prends toutes les sorties possibles, toutes les trappes, toutes les terminaisons, je prends tout ce qui est possible avec ce maximum 2 à 2. Et alors ça, c'est là que Gontier a fait une révolution pour moi. C'est un jour, il est arrivé dans mon bureau et m'a dit, moi j'avais calculé ça, évidemment j'avais ça dans mon système, je calculais ça, là, l'ensemble des max 2 à 2 de deux ensembles, et ça me faisait un joli algorithme en N2. Et Gontier m'a dit, mais enfin, tu n'y connais rien, on peut faire ça avec 7 instructions machine, au lieu d'un algorithme en N2. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il m'a montré une formule magique, et là j'ai compris qu'il venait d'utiliser les nombres de Hadik de Jean Vuillemin dont j'ai déjà parlé en 2012, et que cette formule magique permettait de faire ça avec 7 instructions machine, et exactement la même chose en hardware, et ça nous a permis de faire des circuits fabuleux qu'on verra la prochaine fois. Donc ça, c'est pas N2, c'est temps constant, donc c'est pas évident. Alors suspend, c'est trivial, loop, c'est trivial, et trap, c'est trivial. On explore la trappe et on baisse tous les codes de retour, comme on fait toujours pour toutes les trappes. Donc tout est fini. Et signal, c'est pas très compliqué maintenant. Signal, c'est-à-dire, voilà, je mets le signal présent si je dois l'émettre, je mets le signal absent si je ne dois pas l'émettre, et sinon je ne sais pas, je le laisse à bottom. C'est-à-dire que toute la difficulté a été poussée dans Mostecan. Hein. En fait, Mostecan, il duplique le calcul de la sémantique aussi. Donc c'est très inefficace tout ça, mais au moins c'est sémantiquement très propre, et pour faire des preuves, ça marche très très bien. Pour faire des preuves, on n'a pas besoin de dérouler l'exécution, c'est ça qui est agréable. Et même chose dans l'autre sens,
Si je... Alors, qu'est-ce que je dis? Je mets le signal dans plus si je sais qu'il est... Si M égale plus et S est possible, oui. Non, c'est une bêtise, ça, c'est un must ici. Ça, c'est un must. Ça, c'est une vraie bêtise. C'est un must, ça. Une must. Must. Si je dois émettre le signal, je le mets à plus dans mon analyse. Autrement, je spécule. Hein. Si je ne peux pas émettre le signal, je le mets à moins dans mon analyse, et sinon, je le mets à bottom. Donc, c'est exactement ce qu'on a dit aussi pour l'arrêt. Donc, c'est un peu redondant, tout ça, mais ça fonctionne très bien, sauf que là, il y a un bug, c'est un must ici. Et voilà. Bon, de toute façon, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir les règles, elles sont dans le bouquin. L'essentiel, c'est de comprendre un peu l'esprit. Hein, c'est pour ça que je peux me gourer en faisant des choses comme ça. C'est un peu sensible. Hein. Si vous changez Can en must, la sémantique ne marche plus, mais c'est la vie. Voilà. Alors, encore une fois, ici, dans Can, il y a ce halt à la spéculation. Okay, mais ici, c'est must. Alors, un truc intéressant, on a pratiquement fini, c'est qu'une fois qu'on a ces sémantiques, on les écrit en prologue, vous écrivez toutes ces formules-là en prologue, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez un interprète d'SRL. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez la transition, donc vous avez toutes vos règles de transition, puis vous avez vos règles de must et can, et vous mettez P, vous mettez I1, ça vous répond O1, K1, P1. Donc paf, ça vous répond le terme qui va faire l'état d'après, et puis vous faites ça, P2, etc. Donc vous pouvez faire une simulation, vous pouvez jouer à simuler le langage. Donc ce n'est pas seulement une sémantique, c'est une sémantique exécutable. Alors, bon, puis au bout d'un moment, ça peut s'arrêter. Les KI, ici, comme c'est des vrais programmes, donc il n'y a pas de trappe ouverte, ils valent que 0 ou 1, puis le jour où ça vaut 0, ça veut dire que le programme est fini, puis c'est bon, là, il ne se passera plus jamais rien. Donc vous pouvez faire un interprète comme ça, c'est un interprète qui tient en 2 pages de code. Hein. Très bien. Alors il est juste extrêmement inefficace parce qu'il va faire des calculs récursifs de must et can dans tous les coins si le programme est gros. Donc, conclusion, la sémantique constructive, il manque un C là, est la référence pour STRL, elle est calculable. Toutes ces règles peuvent être programmées très facilement et ça fait le boulot. Et donc, ça peut servir de sémantique de référence, par exemple, pour fabriquer des jeux de tests de compilateurs. Hein, on s'en sert comme ça d'ailleurs, on fabrique des jeux de tests de compilateurs avec cette sémantique. Comme ça, si quelqu'un a un doute sur son compilateur, il a la base. Et tester, c'est très, très utile. On peut l'utiliser pour conduire un interpréteur. On peut même l'utiliser pour construire un compilateur. Parce que, en fait, quand vous avez votre interprète, vous pouvez faire ça formellement. L'ensemble des entrées possibles, il est fini. Vous avez un nombre de signaux fini. Donc, vous pouvez essayer un terme avec toutes les entrées. Vous pouvez faire toutes les branches. Et il y a un théorème qu'on montrera la prochaine fois, qui dit que le nombre de dérivés que vous pouvez obtenir est fini. Vous retombez toujours sur un nombre fini de PI à la fin, et donc vous pouvez dire, très bien, je construis l'ensemble de toutes les dérivations possibles, et qu'est-ce que ça me fabrique? Un automate. Ça me fabrique un automate fini, tout à fait bien. Donc cet automate fini, à chaque état, il a les textes de programme, je jette les textes de programme, je garde l'automate. Et là, vous remarquez que l'hypothèse d'instantanéité, elle n'est pas trop bête, parce que si vous revenez là, si c'est un automate, vous avez une tabulation, vous prenez les i, vous regardez dans la table, vous sortez les o, les k, vous avez le p. Ah, ça veut dire que l'exécution est fabuleusement rapide. C'est quelques cycles mémoire, l'exécution. Et quelques cycles mémoire. Oui, c'est les cycles mémoire qui sont longs, ce n'est pas les cycles de calcul. Donc c'est quelques cycles mémoire. Donc c'est très intéressant et c'est comme ça qu'ont été faits les compilateurs STRL V2, V3. La différence entre V2 et V3, c'est qu'il y avait Gontier entre les deux, qui a permis de passer d'un algorithme très lent pour calculer les dérivations à un algorithme très rapide pour calculer les dérivations, qui n'était pas celui de la sémantique constructive, qui était une approximation. Ce qui fait d'ailleurs que le papier Berry-Gontier, qui est mon papier le plus cité de loin, et celui de Georges aussi, faut pas le lire, enfin, vous pouvez le lire, mais ce n'est pas la bonne méthode qui est dedans. Il utilisait cette méthode d'analyse statique approximée. Bon, très bien. Donc on a fait ça. Alors ça a juste un inconvénient quand vous construisez l'automate, c'est que ça peut être exponentiel. Et puis dès que les programmes sont devenus vraiment gros, c'est vraiment devenu exponentiel. Et les utilisateurs nous ont dit, bon, écoutez, on ne peut pas faire des gros programmes avec STRL, donc on arrête.
Et là, tac, j'ai été invité par Jean Guillemin à Digital Equipment et on a trouvé qu'on pouvait faire la même chose en linéaire au lieu de le faire en exponentiel. Ah, ça c'est la prochaine fois. Donc ça, c'était une petite découverte qui a tout changé. Sauf que nos industriels qui venaient d'industrialiser le compilateur, j'aurais dit il faut tout jeter, ils étaient moyennement contents. Mais enfin, les utilisateurs étaient assez contents. Mais là, c'était tout à fait non trivial parce qu'il fallait changer de monde, il fallait passer dans le monde des circuits. Et voilà. Alors, la prochaine fois, donc, nous ferons la même chose, mais en nanosecondes au lieu de le faire en logiciel. Et ça fait aussi du logiciel, nous le verrons. Bon, alors, quand même, juste pour terminer, un tout petit point sur les sémantiques opérationnelles, sans insister. Donc, les implémentations brutales de la sémantique constructive sont parfaitement inefficaces. Les améliorations opérationnelles ont été faites dans le cadre des POTOP, c'est dans mon bouquin, dans notre bouquin, POTOP Edward Berry, qui s'appelle Compiling STRL. La traduction en circuit booléen, ce qu'on va voir la semaine prochaine, ça c'est vraiment bien. Et ces circuits optimisés, quand on les optimise, ces circuits ont toujours battu les humains. On n'a jamais été plus mauvais que les hommes, et en vitesse, et en taille, et en énergie. Ce n'est pas par hasard, c'est que les humains sont incapables de faire ces circuits. C'est trop compliqué pour un homme. Ils sont capables d'écrire les programmes, mais pas la traduction. L'implémentation, il y a une autre sémantique qui est très intéressante, dont je parlerai dans l'avant-dernier cours, qui est l'implémentation directe en C efficace, qui est nettement plus efficace que notre implémentation en circuit, un facteur 4 en gros, en pratique, et qui est très intéressante aussi, très différente. Et il y a du nouveau. Lionel Rick, qui était postdoc ici, avec moi, a fait une très jolie sémantique de jetons colorés qui se promènent dans les termes et qui calculent en fait CADNOT, MUST, etc. de façon super efficace. C'est très beau, c'est complètement formel, c'est prouvé en coq équivalent à la sémantique comportementale, donc tout ça a été mis en coq et prouvé. Et il vous montrera dans le dernier séminaire. Et maintenant, il surtout est dans une preuve complète de l'ensemble des équivalences sémantiques, des relations entre les sémantiques, de déterminisme et d'équivalence entre l'implémentation astucieuse et la sémantique que je vous ai montrée. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, parce que personnellement, j'ai écrit un bouquin qui est sur le web, il s'appelle Projet de bout de livre, et il n'y a pas une seule preuve dedans. Il n'y a pas une seule preuve, je n'ai jamais voulu faire les preuves. Il y en a dans la thèse de Tardieu. Je me suis toujours dit qu'il faut faire les preuves en coq. Et donc, j'espère que ça va être fait bientôt. Et les preuves en coq qui suivront, il y a de plus en plus de gens qui font ça maintenant, des preuves en coq depuis CompServe de Xavier Leroy. C'est devenu, c'est pas une mode, c'est un truc sérieux, mais ça occupe. Voilà, merci.